La disparition de Brandon Lawson est tellement mystérieuse qu'elle déchaîne les passions au Texas, et surtout sur Internet. La majorité des blogueurs ou internautes prennent fait et cause pour l'Adessa Lofton. Le shérif McCutcheon et son épouse se font incendier sur la toile, à tort ou à raison. Beaucoup d'observateurs sont dans le manichéisme, mais pour moi, les choses ne sont pas si simples. En tant qu'esprit libre, je souhaite rester le plus honnête et objectif possible. J'ai l'intime conviction que Brandon Lawson est mort dans les heures qui ont suivi sa panne d'essence. Dans quelles conditions ? C'est un mystère total. Nous allons passer en revue les différentes hypothèses, et je vous préviens, la tâche va être ardue. Convient d'abord d'apporter quelques précisions pour mieux appréhender cette affaire ténébreuse. D'abord, la question du mandat d'arrêt. Dans ce dossier, la famille de Brandon Lawson a systématiquement minimisé l'importance du mandat d'arrêt dont il faisait l'objet. Bradley Lawson, le père de Brandon, a notamment déclaré que ce mandat n'était rien, et sans rapport avec sa disparition. Effectivement, il est peu probable que la disparition de Brandon soit directement liée à ce mandat, mais cet élément est à prendre en compte. Loin de moi la volonté de dénigrer Brandon, mais il convient de dire la vérité. Ce mandat concernait la détention et la vente de drogue. Et oui, dans le passé, Brandon ne se contentait pas de consommer de la drogue, il était aussi un ancien dealer. Beaucoup de monde passe cette information sous silence, mais quand on est en quête de vérité, il est malvenu de cacher des choses. Aujourd'hui, les proches de Brandon et leurs soutiens ont tendance à le faire passer pour un saint, mais Brandon avait tout de même fait plusieurs séjours derrière les barreaux. Quand la famille déclare que Brandon ne connaissait pas l'existence de mandat, qui va croire ça ? Ceci étant dit, ne jugeons pas Brandon sur son passé de toxicomane. La dépendance à la drogue est une maladie, et lorsqu'on observe notre société, les addictions sont partout. Alcool, antidépresseurs, malbouffe, jeux d'argent, etc. Transporter un peu de drogue sur soi pour sa consommation personnelle et en vendre un peu à l'occasion n'a rien d'exceptionnel. Les statistiques relatives à l'usage de stupéfiants sont préoccupantes. Selon le site internet Drug War Facts, plus de 28 millions d'Américains âgés de plus de 12 ans ont consommé une drogue illicite en 2016. Ce qui correspond à un jeune adulte sur 4. Donc un jeune adulte entre 18 et 25 ans. En France, on estime le nombre de consommateurs réguliers de cannabis à presque 4 millions, dont 1,2 million de consommateurs réguliers. Donc il faut relativiser, il se pourrait même que quelqu'un dans votre entourage soit concerné. Voilà. C'est vrai que le mandat d'arrêt n'était pas d'une gravité extrême. Dans le cas contraire, les forces de l'ordre n'auraient pas hésité à interpeller Brandon Lawson à son domicile. Parce que il ne se cachait pas pour échapper à la justice. Ça, c'est important de le dire. L'adresse de Brandon Lawson à San Angelo était connue. Or, aucun officier n'est jamais venu toquer à sa porte en 2 ans. Et puis, en cas d'arrestation le 8 août 2013, Brandon ne risquait pas une longue peine d'emprisonnement. Une nuit ou 2. Il aurait été facilement libéré sous caution parce que l'ADESA, elle avait visiblement des économies pour le faire sortir. Vu qu'après, par la suite, elle a financé des survols aériens et même employé un agent de recherche privé pour retrouver son compagnon. Donc, elle avait quand même de l'argent. Enfin, Brandon avait, d'après sa compagne, adopté une attitude responsable. Il avait commencé à mettre de l'argent de côté et il avait aussi engagé un conseiller juridique pour régler ce problème de mandat. Brandon Lawson avait commis des erreurs de jeunesse, c'est vrai, mais bon, je vais être très clair, je pense que tout le monde a droit à une seconde chance. Et Brandon n'avait tué personne, hein. Mais il faut dire les choses, il avait quand même un passé de dealer. Donc, non, ce mandat n'était pas rien, comme a dit son père. Je pense que ce mandat a joué incontestablement un rôle
dans le drame. Parce que si ce mandat avait été sans importance, Kyle et Audrey, ils auraient tout de suite dit la vérité à la John Hill. Dès son arrivée sur place, le soir du drame. Et n'oublions pas que c'est Kyle qui a pensé en premier que son frère était parti se cacher dans les buissons pour éviter une arrestation. Si Kyle Lawson, le frère de Brandon, avait tout de suite prévenu Neil que son frère était dans les parages, et qu'en plus il saignait, on n'en serait sans doute pas là aujourd'hui. Donc après le mandat d'arrêt, deuxième précision sur le contexte local. Pour bien comprendre ce dossier, je pense qu'il faut prendre en compte son contexte sociologique très particulier. Aux États-Unis, comme dans le reste du monde, les mentalités en zone rurale sont différentes de celles des grands centres urbains. Et dans le cas de Brandon Lawson, nous sommes dans un patelin d'Amérique profonde. Pire, on est au fin fond du Texas, où la vie est aussi dure que le climat et la terre. Le Texas est un état à part aux États-Unis. L'esprit cow-boy y règne encore. Au Texas, on est à cheval dans tous les sens du terme. Il y a pas mal de cow-boys qui montent à cheval, mais aussi on est à cheval sur les principes. On défend le droit de porter une arme et également le droit de propriété, qui est fondamental. Bronte, c'est une toute petite bourgade où tout le monde se connaît. Et les habitants ne se mêlent pas des affaires des autres. Cependant, ils se serrent les coudes en cas de coup dur. Comme en cas de catastrophe naturelle, par exemple. Au fin fond du Texas, loin des grandes villes, les gens sont pas pires qu'ailleurs. Au contraire. Ce sont pour la plupart, je pense, des braves gens. Mais ils ont souvent le réflexe de se méfier des étrangers. En gros, ceux qui sont pas du coin. Bon. Et ça n'est pas l'apanage du Texas. C'est souvent vrai partout dans le monde. À la campagne. Voilà. Vu son passé de toxicomane dealer et le mandat d'arrêt qu'il concernait, Brandon Lawson a certainement été mal vu dès le départ par le shérif du comté de Cook et ses adjoints. Néanmoins, ça peut se comprendre. Les policiers ont souvent affaire à des récidivistes dans l'exercice de leur métier et vu le comportement ambigu des proches de Brandon, qui n'ont pas joué franc jeu avec la police locale, ça n'a rien arrangé. Dans les conflits entre personnes, je pense qu'il est bon d'entendre plusieurs sons de cloche avant de pouvoir se prononcer. Dans le cas présent, l'ADESA et ses soutiens ont monopolisé la parole médiatique. Exemple éloquent, ils ont déploré le fait qu'on les empêchait de pénétrer sur les propriétés privées pour chercher Brandon. Mais j'ai trouvé un détail troublant. Dans une interview, l'ADESA a déclaré qu'au départ, les propriétaires avaient donné l'autorisation pour qu'on cherche Brandon sur leur terre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour que la situation change ? À mon avis, il n'est pas impossible que les proches de Brandon aient aussi une part de responsabilité, parce que on observe parfois certains proches de victimes s'énerver et devenir agressifs. Donc, sous le coup de la fatigue, est-ce que l'ADESA ou Kyle Lawson aurait insulté, voire menacé les propriétaires, qu'ils considéraient pas assez coopératifs ? Voilà, donc je pense que c'est dans le domaine du possible, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé sur place. Précision suivante. On va parler du shérif. Le shérif McCutcheon, qui a été pour le moins diabolisé. Depuis le début de l'affaire Brandon Lawson, l'ADESA et sa bande n'ont eu de cesse de dénoncer la police et la presse de Bronte. Le shérif Wayne McCutcheon s'est fait littéralement écharper sur Internet. Des centaines d'internautes l'ont violemment critiqué. Ils l'ont même accusé d'avoir couvert un complot. En tant qu'auteur guidé par la justice et l'équité, je me dois de rétablir l'équilibre. Écoutez maintenant cette déclaration. Brandon a dit qu'il était en panne d'essence, qu'il avait besoin de la police et quelque chose au sujet d'être rentré dans quelqu'un. Mais c'était tellement confus que le 911 a été obligé de lui demander de s'expliquer. Je sais pas si c'était dû à une mauvaise réception. Il parlait très vite et il était difficile à comprendre. Voilà, vous venez d'entendre les déclarations du shérif Wayne McCutcheon 6 mois après le drame. Je suis désolé, mais ce compte-rendu me semble assez juste et objectif. Dans cette histoire, le shérif et ses hommes sont souvent dépeints comme les méchants, entre guillemets. Mais de grâce, ne sombrons pas dans le tout noir ou tout blanc. Les apparences sont parfois trompeuses,
Revenons sur un exemple donné précédemment. Certains ont insinué que la police locale couvrait forcément un complot parce qu'elle empêchait les proches de Brandon de le chercher. Or, il existe d'autres raisons, rarement évoquées, qui peuvent s'entendre. Même si ça part d'une bonne intention, les familles peuvent gêner les opérations de recherche officielles. Trop de personnes non autorisées sur un même périmètre perturbent le droit des chiens, ou effacent les traces. Empêcher l'accès à un secteur, geler les lieux comme on dit dans le jargon policier, permet de préserver des indices potentiels. Interdire l'accès d'une zone aux personnes extérieures constitue également une mesure de protection contre les accidents. Autour de Bronte, le terrain est particulièrement dangereux. Étant donné que les USA sont un pays procédurier où les victimes d'accidents intentent facilement des procès pour obtenir des montants astronomiques de dommages et intérêts, il n'est pas impossible que des propriétaires terriens aient voulu se prémunir d'éventuelles poursuites judiciaires. C'est pour ça qu'ils étaient peut-être réticents à ce que du public vienne comme ça se balader sur leur terrain. En ce qui concerne Melinda McCutcheon, la femme du shérif qui a couvert l'affaire via le Bronte Observer Enterprise, il est clair que ça pose un problème déontologique. En démocratie, une journaliste devrait normalement être libre et indépendante du pouvoir, mais c'est la réalité des petites bourgades américaines. Les femmes des notables locaux sont souvent très impliquées dans la vie de la communauté, là-bas. Et puis bon, faut dire aussi que d'habitude, l'actualité du comté de Cook, elle est beaucoup plus légère. La Gazette parle plus de barbecues organisés par les associations du coin que d'affaires de disparition irrésolues. Donc loin de moi l'envie de défendre Madame McCutcheon. C'est vrai qu'elle a publié à travers ses articles des informations erronées. Mais ces papiers contiennent également beaucoup d'informations avérées vu qu'elle était plus près de l'enquête. Elle a eu accès au rapport du bureau du shérif. Violemment attaquée sur les réseaux sociaux, Madame McCutcheon s'est défendue, souvent maladroitement. Il est évident qu'elle a tenté de couvrir son époux et bon, c'est humain. Cependant, il serait injuste de rejeter en bloc toutes les informations rapportées par le Bronte Observer Enterprise. Ces mises au point effectuées, plongeons-nous maintenant dans le mystère. Qu'est-il arrivé à Brandon ? On va évoquer les nombreuses hypothèses. Première hypothèse, le mauvais trip ou le craquage mental. Quand on écoute l'enregistrement de l'appel au 911 la première fois, Brandon paraît incohérent et fébrile. Sa façon de parler et ses paroles suggèrent qu'il n'est pas dans son état normal. Sa compagne, Ladessa, a indiqué qu'avant son départ, il était dans un état d'esprit confus. Elle a assuré que Brandon était sobre. Néanmoins, ce n'est que pure conjecture, mais eu égard son passé toxicomane, Brandon aurait pu retomber ce soir-là dans ses vieux travers. Faut se poser la question, comment faisait-il pour assurer des semaines de 95 heures de travail ? C'est pratiquement impossible pour un être humain. Ouvrier dans le domaine pétrolier est un métier harassant. Dans ces conditions, il est concevable que Brandon ait pris un produit pour tenir le coup. De la méthamphétamine par exemple. La méthamphétamine, qu'on surnomme aussi la meth, c'est une drogue de synthèse psychostimulante très addictive. La meth permet de rester éveillé et de travailler 14 heures d'affilée sans ressentir les effets de la fatigue. Pour la petite histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats nazis consommaient déjà de la meth pour booster leur énergie. Selon un article du Los Angeles Times du 13 septembre 2004, la meth, qui est venue d'abord du milieu de la fête, a envahi le monde du travail. Donc aujourd'hui, les salariés stressés n'hésitent pas à y recourir pour accroître leur performance. L'ADESA a certifié que Brandon n'avait pas pris de drogue ou bu d'alcool dans la soirée du vendredi 9 août 2013. Cependant, il a très bien pu en prendre après avoir quitté le domicile conjugal, quand il est monté dans son camion. Vu qu'il a appelé son frère seulement 35 minutes plus tard, Brandon n'a pas eu le temps d'aller se saouler dans un bar. Par contre, il a pu consommer de la meth dans son pick-up. Inhaler, la meth fait effet rapidement. Brandon, il avait peut-être besoin d'évacuer rapidement la pression, donc sous le coup de l'énervement, il a peut-être pris trop de meth. À forte dose, ce produit provoque des symptômes psychotiques, difficulté à parler, confusion, hallucination, paranoïa, qui ne sont pas sans rappeler le comportement de Brandon lors de cette nuit fatale. Citons un fait divers qui présente des similitudes avec le cas de Brandon.
Le 4 janvier 2005, Janelle Hornickel et Michael Wamsley, un couple de vingtenaires, est bloqué en voiture dans une tempête de neige à Omaha, dans le Nebraska. Les jeunes vont passer une série d'appels au 911 dans lesquels ils tiennent des propos délirants. À un moment donné, ils disent voir autour d'eux des centaines de passants qui ne parlent pas anglais. Hornickel déclare même qu'ils démontent leur véhicule et mettent les morceaux dans les arbres. Donc les deux jeunes abandonneront finalement leur voiture en laissant à bord leurs vêtements et leurs portables. On va retrouver leurs cadavres gelés les jours suivants. Petit détail tragique, le réservoir d'essence de la voiture était encore à moitié plein. L'enquête de police a montré que Hornickel et Wamsley avaient consommé de la crystal meth pure à 90%. Dans le cas de Brandon Lawson, un scénario est donc envisageable. Après être tombé en panne sur la Highway 277, Brandon prend de la meth pour se relaxer. Et puis il appelle son frère. Le problème, c'est que Brandon il a trop pris de drogue d'un coup. Quelques instants plus tard, la drogue agit sur son cerveau et Brandon fait une violente crise de paranoïa. Il laisse son véhicule pick-up et part à pied à travers les broussailles. Victime d'hallucinations et désorienté, il passe un coup de fil au 911, le fameux coup de fil que vous avez entendu tout à l'heure, puis il divague dans la nature avant de succomber aux intempéries. Peu vêtu, il était juste en short et en t-shirt, il risquait l'hypothermie. Autre possibilité, il a très bien pu se faire mordre par un crotal. Vu que Brandon marchait voire courait dans le noir, il a pu marcher sur un reptile. La zone où a disparu Brandon est remplie de serpents à sonnettes qui chassent la nuit. Et les 4 morsures sont très fréquents l'été au Texas. Il faut rappeler qu'en l'absence de soins, le pronostic vital est rapidement engagé. À mon avis, il est très probable que Brandon Lawson soit décédé seul quelque part cette nuit-là. Il était blessé. Enfin, du moins, il l'aurait dit à Audrey, la petite amie de Kyle, son frère, qu'il saignait quand elle l'a eu au téléphone. Brandon était peut-être toujours vivant au petit matin, le vendredi 9 août 2013, mais peut-être qu'il était loin de l'endroit où on le cherchait. Souvenez-vous du ping laissé par son téléphone portable à environ 5 km vers le fleuve Colorado. Donc il était peut-être beaucoup plus loin que l'endroit où on est en train de le chercher. Sans eau et affaibli, Brandon n'a pas survécu longtemps sous un soleil de plomb. Donc Brandon, il est probablement mort de déshydratation et si on ne l'a pas retrouvé, c'est parce que les cochons sauvages ont consommé son cadavre. Ces animaux sont extrêmement carnivores et ils peuvent dévorer intégralement un être humain, vêtements compris. Cette théorie est intéressante, mais il y a quand même plusieurs éléments qui l'affaiblissent, selon moi. Brandon, qui travaillait depuis 13 mois, avait passé avec succès plusieurs dépistages antidrogue au travail récemment, notamment le lundi précédant sa disparition, donc 3-4 jours avant qu'il disparaisse. Et la différence notable avec l'affaire Hornickel et Wamsley, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que dans le cas de Brandon, la police n'a pas trouvé la moindre trace à l'intérieur de son pick-up. Dans le cas du couple du Nebraska, la police avait retrouvé une petite quantité de meth dans leur voiture. Donc c'est quand même étonnant qu'on n'ait même pas retrouvé un emballage, quelques traces de produits dans le pick-up de Brandon. Donc on vient de voir le mauvais trip, dans le cas où Brandon aurait pris de la drogue ce soir-là, mais Brandon il a très bien pu aussi craquer mentalement, sans prendre le moindre produit. Brandon il avait accumulé trop de stress les derniers mois, il y avait son boulot épuisant, la pression familiale, les tensions conjugales, à fleur de peau, Brandon il a pu disjoncter après être tombé en panne sur la highway. Ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faut préciser que c'est entre 20 et 30 ans que les hommes sont les plus susceptibles de déclencher des maladies mentales, telles que la schizophrénie. Donc pour mémoire, Brandon il avait 26 ans, donc il était tout à fait dans la tranche d'âge. La panne d'essence aurait été en quelque sorte, c'est ça, l'étincelle. Il aurait disjoncté cet événement mineur, mais qui est intervenu au très mauvais moment, aurait déclenché sa crise de folie. Donc en psychiatrie, on parle de décompensation.
Voilà, il aurait disjoncté à ce moment-là. Donc maintenant, je vais vous raconter un autre fait divers qui ressemble énormément à l'histoire de Brandon. Donc le 2 mars 2014, un automobiliste de l'Oklahoma qui s'appelle Eugene Williams appelle le 911. Et il explique à l'opératrice du 911 qu'il est poursuivi par des adjoints du shérif du comté de Beckham et qu'il vient d'avoir un accident de la route en essayant de leur échapper. Donc vraiment un appel pareil, complètement paniqué. Durant cet appel bizarre, Williams, il part à pied en pleine nuit, se réfugie dans un canyon. Ça rappelle beaucoup la mésaventure de Brandon. Et la différence, c'est que 15 jours plus tard, les représentants de la loi retrouvent le cadavre de Williams à 3,2 km du lieu du crash de sa voiture. Alors ce qui est quand même étonnant, c'est que selon le site d'information qui a sorti cette affaire, donc le site news9.com, l'homme ne souffrait pas d'addiction à la drogue et n'avait pas d'antécédents psychiatriques. Il semblerait que là, il est quand même disjoncté parce que il semblerait que toutes les informations qu'il a données ce soir-là étaient fausses. Il n'était pas poursuivi par les hommes du shérif. Apparemment, tout était dans sa tête. Donc, il faut se poser la question, est-il possible que Brandon ait imaginé être en danger de mort ? C'est vrai que les hallucinations visuelles et auditives peuvent être impressionnantes et nous induire en erreur. Et si tout n'était que dans la tête de Brandon ? Il faut s'interroger. Ça expliquerait pourquoi l'adjoint Neil et son frère Kyle n'ont rien vu d'anormal en arrivant sur le lieu de la panne, ce soir-là. D'accord, mais dans ce cas, où est passé Brandon ? Pour moi, il y a un élément de taille qui invalide cette théorie, c'est lorsqu'on écoute attentivement au ralenti l'enregistrement audio de l'appel au 911, que vous avez entendu dans l'épisode précédent, on perçoit des bruits intrigants. On distingue peut-être une autre voix et au moins un coup de feu. À la fin de la communication, on entend clairement une voiture passer à une distance difficile à évaluer. Ces sons non identifiés dans l'environnement sonore de Brandon suggèrent donc qu'il s'est réellement passé quelque chose la nuit de sa disparition. Oui, mais quoi ? Donc maintenant, on va passer à l'hypothèse suivante. La fuite volontaire. L'idée que Brandon Lawson ait mis en scène sa propre disparition a été évoquée dans ce dossier. Dès le départ, le bureau du shérif du comté de Cook a envisagé que Brandon soit parti avec une autre femme après sa panne d'essence. Ce genre de choses arrive, fréquemment. Dans le cadre de leur travail, les forces de l'ordre interviennent souvent pour gérer des problèmes matrimoniaux, des violences conjugales et aussi malheureusement des crimes passionnels. Brandon était devenu père de famille à 16 ans et il n'avait probablement pas eu d'adolescence. Étouffé par ses responsabilités, il avait peut-être envie de retrouver sa liberté. D'après moi, on ne peut pas reprocher au shérif McCutcheon d'avoir avancé cette possibilité parce que Brandon il a disparu dans les heures ayant suivi une dispute assez grave avec sa compagne. Seulement, on peut douter de cette thèse. D'abord, pourquoi mettre au point une disparition aussi sophistiquée avec un faux appel ? Brandon, il est apparemment parti à pied dans la nuit après avoir abandonné son pick-up. Et comment est-ce qu'il a fait pour contacter sa maîtresse sans utiliser son portable ? Ah ouais, on n'a relevé aucun autre numéro inconnu dans ses relevés téléphoniques. Et puis Brandon ne pouvait pas savoir qu'il tomberait en panne d'essence sur la highway. Et pourquoi est-ce qu'il aurait appelé son frère et la police aussi ? Ça ne rime à rien. Une telle mise en scène est très improbable. Sachant qu'en plus il n'a plus touché à son compte bancaire depuis 5 ans, comment a-t-il fait pour vivre ? Et avait-il seulement une maîtresse ? Accaparé par son travail et sa vie de famille, Brandon n'avait pas vraiment le temps d'entretenir une relation extra-conjugale. Avait-il rencontré quelqu'un dans le cadre de son travail ? C'est pas sûr. Dans le domaine de la production de pétrole, la main-d'œuvre est essentiellement masculine. Et le plus gros argument qui me fait douter d'un départ prémédité, c'est que Brandon adorait ses enfants. Les aurait-il laissés de cette manière ? Pour finir, son appel de détresse au 911, le 9 août 2013, suggère qu'il lui est arrivé autre chose.